Il y a un point qui a handicapé quand même notre ami DSI, c'est-à-dire qu'il s'est fait affubler au cours des dernières années d'un directeur de la transfo, d'un directeur de la data, d'un directeur du digital, d'un directeur de je sais pas quoi, qui est venu en permanence prendre une part du périmètre pour peut-être commencer à le gérer, sans moyen derrière, ce qui fait que le truc a souvent été sous-géré. Il s'est fait un peu départir de ces éléments-là, ce qui fait qu'il a jamais été réellement armé pour mener cette problématique Target Operating Model. Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin reporting est de plus en plus fort, Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Adrien Rack, qui est partenaire chez ICO. Salut Adrien. Salut Bertrand, ravi d'être là, et puis ravi de passer ce petit moment avec toi. Top. Du coup, Adrien, on s'est rencontrés parce qu'une personne de chez toi m'a dit il faut absolument que tu rencontres Adrien. On a sorti un white paper sur les tendances de la DSI. Alors, mon contact, ça arrive grâce au podcast assez souvent sur des études et machins pour relayer. Et en fait, j'ai regardé ce que vous avez fait et c'était super quali et super intéressant. Du coup, je dis vas-y, faisons-le. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui avec Adrien sur ce white paper. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, Adrien, qu'est-ce que fait ICO, mais aussi après enchaîner directement sur la méthodologie que vous avez prise? Ouais, bien sûr. Merci déjà Bertrand de recevoir et merci de ton retour sur la publication. AECO, c'est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne des clients à rendre actionnables des transformations. Donc ça peut être sur des sujets métiers, et moi je m'occupe de l'équipe et des problématiques autour de la technologie. Et donc par rapport à ces sujets, par rapport à des directions générales et des COMEX, on s'est posé la question de quel était l'état de maturité en fait de la DSI aujourd'hui en France. Parce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des publications, elles étaient plutôt nord-américaines, elles étaient basées sur des données liées à des marchés américains, canadiens, et qu'on avait peu de données sur les éléments de maturité français. Et donc on a trouvé intéressant de mettre en place cette étude qu'on a publiée sous la forme d'un livre blanc. Et pour ça, on a un peu croisé les différents éléments. On a fait du quanti, on a fait du quali, on a interviewé des DSI, on a travaillé avec le SIGREF, l'ISACA, et on a sorti un peu cette synthèse que tu as pu découvrir là-dedans. Donc du coup, c'est sur les axes que le SIGREF juge. En fait, vous avez pris les axes dont le SIGREF regarde la maturité de l'IT, qui sont, je les ai là en face pour être sûr que tout le monde les ait en tête: architecture, risque cyber, prestations de fournisseurs, budget performance, portefeuille, conduite de projet, strat IT, innovation, service, talent, compétences, marketing et communication et données. Et donc, du coup, c'est ces axes-là que vous êtes allé chercher la maturité. Moi, la question que je pose pas, et puis je pense que les auditeurs, c'est la même, c'est comment, en fait, tu t'assures que du sérieux voilà, parce que des études de 10 persos sur 10 DSI, il y en a plein. Comment tu t'assures que tu arrives à avoir un échantillon, un quali, un quanti qui est représentatif pour arriver à dire, voilà, la conclusion des DSI en France, c'est ça, parce que c'est quand même ça dont on va discuter aujourd'hui. Ouais, le gros avantage en se basant sur cette étude SIGREF, c'est que elle est un peu reconnue et la plupart des DSI la connaissent. SIGREF, c'est un peu l'association des DSI de France. C'est vraiment un acteur connu, et l'ISACA qui a contribué aussi à former ce référentiel, qui est plus sur la partie auditeur et un peu commissariat au compte derrière, et également sur ces sujets-là. Donc ça nous a donné en fait une possibilité, une reconnaissance au niveau du marché pour aller parler facilement à des DSI, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le modèle, ils connaissaient les éléments, ils connaissaient l'exercice qu'on est en train de faire avec eux. Donc, comme on faisait cet exercice et qu'ils le maîtrisaient bien, on a pu rentrer facilement. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de travailler sur différents types d'acteurs. On a des acteurs plutôt CAC 40, on a des acteurs avec de la grosse ETI, on n'a pas de PME.
on n'exclut vraiment le marché PME en tant que tel. On a des groupes familiaux qui vont faire 200 personnes. On n'est pas descendu au plus de ça. Donc c'est 80 d'anciens interviewés, c'est ça? Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Et aussi pour comprendre, si on prend par exemple un axe comme cybersécu ou innovation, toi le SIGREF redescend sur une grille d'analyse plus précise déjà, et donc tu t'appuies sur cette grille d'analyse là pour savoir. Exactement. Okay. Ouais, les grilles d'analyse du SIGREF, elles définissent différentes choses. Elles vous donnent un peu les enjeux et les risques qui sont couverts par l'axe d'analyse, et elles vous donnent des éléments de maturité en vous disant, voilà globalement ce que vous devriez trouver en niveau on va dire fondamental, moyen et avancé. Et ça permet d'avoir une grille d'analyse comparable qui est suffisamment large pour que tout le monde puisse rentrer dedans, et suffisamment généraliste pour qu'elle soit acceptable et acceptée. Okay. Dans la version future, parce qu'elle est en train de travailler sur les 12 vecteurs, ils préparent une nouvelle version. Une auto-évaluation sur Internet qui permettra aux DSI de faire cet exercice par eux-mêmes, d'avoir un petit feedback avec un PDF assez simple. Et surtout, ça permettrait de croiser des données en termes de volume quanti de manière assez intéressante, et notamment pour des cabinets de stratégie opérationnelle ou pour des gens qui savent, même des universitaires qui s'intéressent à la fonction système d'information, pouvoir faire des données et des études sur cette base analytique. Trop bien. Non, mais super clair pour moi. On a compris comment vous êtes pris, sur quoi vous êtes parti. Maintenant, on va aller dans l'étude. Et c'est là où ça commence à piquer un peu. Parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai fait, OK, donc on en est là. Donc en gros, donc bien sûr dans la description du podcast ou dans le post LinkedIn, si vous l'avez découvert là-dessus l'épisode, vous aurez le lien de l'étude, c'est un white paper. Je mettrai le lien du site d'Adrien. Vous avez en page 51 la conclusion. Donc parlons directement de la conclusion. La conclusion, elle est axée comme ça, c'est un schéma. Je le mettrai dans l'image. C'est une flèche avec maturité, élevée, moyenne, faible. Et donc du coup, il n'y a pas de secret. Élevé, les DSI français sont super bons dans l'architecture et les risques cyber. Si je prends la grille de maturité, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça a été assez surprenant pour moi parce que je m'attendais pas forcément que ce soit ces axes-là qui ressortent. Et moi, je t'ai dit, la dernière fois, on en a parlé, on n'est pas d'accord avec Adrien sur pas mal de choses, donc dans le podcast, ça risque. Ouais, c'est bien. Allez, retour, vas-y. Pourquoi toi, tu pensais pas qu'architecture et risques cyber, c'était le côté élevé? En fait, je sais que les DSI ont beaucoup travaillé sur des notions de performance, de gestion de fournisseurs, ces éléments-là, parce qu'ils sont énormément challengés sur ces dimensions. Et pour être honnête, moi, quand j'interviens, c'est souvent sur des problématiques de tour de contrôle, maîtrise des coûts, stratégie de sourcing et ce type d'éléments. Donc, je m'attendais à ce que sur ces sujets-là, il y ait une maturité qui soit assez forte, puisque c'est là où ils consomment le plus d'expertise en tant que tel. L'architecture, l'aspect technologique, je savais qu'il allait apparaître. Là où j'ai été le plus frappé, c'est la cybersécurité. Parce que quand on écoute le discours interne dans la DSI, la cybersécurité, c'est l'endroit où c'est sous-investi, c'est l'endroit où les acteurs mettent pas d'argent, c'est l'endroit où vraiment le job est fait d'un revers de main, et dans le discours, j'entends. Et je m'attendais à ce que ma grille d'analyse, elle me dise, oui, en effet, il reste plein de trucs à faire. Et au final, quand je prends ma grille d'analyse par rapport à ce qui est mis en place, les éléments comme RGPD, les différentes actions qui ont été faites, les socles technologiques et les solutions apportées, je trouve que aujourd'hui, le niveau de maturité est beaucoup plus élevé à l'échelle française que ce à quoi je m'attendais en fait. Et donc finalement, l'effet ANSI, l'effet RGPD, il a l'air d'avoir payé, quoi. Moi, ce que je sur là où j'étais pas d'accord avec toi quand on a discuté au tout début, donc pour la faire claire, dans les deux seuls éléments des 9 ou 11 axes, je sais plus, de l'étude, qui sont dans une maturité élevée des DSI en France, c'est l'architecture et risque cyber. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec toi dans le sens où tu prends les seuls événements où les DSI sont tous là, où ils sont tous en train de parler, et les assises. Et l'assiste à toute la place, etc. Et en fait, je pense que c'est une différence entre la notion entre de la maturité, c'est-à-dire est-ce que j'ai compris le truc, est-ce que je sais ce que je dois faire, est-ce que je sais m'enturer, est-ce que j'ai lu dessus est-ce que j'ai les moyens de le faire en continu dans ma société, ce qui est différent. Et moi, aujourd'hui, dans des DSI, j'en rencontre quand même pas mal toutes les semaines. Actuellement, le DSI, c'est un gars qui est tech.
C'est un gars qui est tech, et d'ailleurs c'est le problème aujourd'hui dans les boîtes, hein, c'est que le DSI et sa posture de tech organisationnelle, on en reviendra sur les points faibles, elle est pas là. Et donc du coup, en fait, c'est quelqu'un qui adore la tech. Donc qu'est-ce qu'il aime dans la tech? Ben, les deux seuls points qui sont tech dans les 11 axes, c'est architecture et risque cyber. Donc lui, naturellement parlant, il lit ça, ses potes lisent ça, il est dans des revues de ça, il regarde des vidéos de ça. En plus, c'est comment dire, mais risque, ça fait flipper. Donc en gros, c'est là où on peut le cartoucher. Et architecture, c'est le truc quand même qui est hyper intéressant puisque c'est une question, un modèle de pensée avec des fournisseurs de haut niveau, Amazon, Microsoft, etc. Donc en plus les gars ils rincent bien, c'est-à-dire qu'on t'invite à plein de trucs, etc. Donc pour moi, tout est fait pour que ce soit élevé là-dessus. Ouais, c'est plutôt bien vu comme axe d'analyse. Moi, je m'attendais quand même que sur la partie architecture aussi, même s'il y a un aspect, on va dire, intellectuellement stimulant, qui est on va dire des problématiques de pratique, des problématiques de gestion, mais t'as un angle d'attaque qui est pas inintéressant, parce que c'est vrai que la majorité des DSI ont un parcours ingénieur, ont une passion pour la technologie, ont un intérêt à développer ces éléments-là, et c'est plus compliqué pour eux de parler de relations métiers et de transfo business que de parler de solutions SOA ou comment je vais penser à un corps dans l'entreprise qui les intéresse quand même intellectuellement et les stimule plus facilement. Ouais. C'est ça. Ouais, du coup, non, mais c'est intéressant. Je pense aussi qu'il y a une question dans l'analyse où moi, dans tous les cas, moi, je l'ai lu comme ça, où il y a un décalage entre la maturité, c'est-à-dire le mec, est-ce que la personne, parce que excusez-moi, mesdames, DSI, j'en connais plein en plus, donc autant pour moi, des personnes, la maturité, c'est-à-dire leur compréhension, leur analyse, leur connaissance du sujet. Est-ce que je peux le mettre en pratique dans les sociétés? Et ça, moi, je pense que c'est une autre chose. Parce qu'il y a c'est pas la maturité de l'IT dans la boîte, parce que la maturité dans la boîte, ça dépend du DAF, du DG, du CODIR, en fait. Et je pense que là où tu as raison, c'est que le risque cyber ou l'architecture dans la boîte, ça coûte super cher et qu'à date, dans les CODIR, globalement, ils sont pas prêts à payer par rapport à leur appréhension de ce qu'il faudrait traiter comme sujet. Et là, par contre, tu vois, on pourrait avoir ces deux analyses de le DSI, ses axes de maturité et le CODIR. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que architecture, risque cyber, prestations fournisseurs, budget performance, tout ça, en fait, portefeuille, strat, innovation, service, tu peux le faire pour tous les membres du CODIR. Et en fait, tu peux voir si ça c'est en adéquation. Et à un moment donné, quand tu as les budgets qui suivent pas ou que le DG, parce que c'est toujours quand même lui qui donne un là sur sa team, on va dire, de A-player, si c'est pas aligné, t'as beau être mature sur un sujet, le sujet il avance pas dans la boîte. Et je pense que c'est peut-être ça que toi tu vois, c'est-à-dire que les DSI râlent parce que les budgets ne sont pas suffisants par rapport aux risques qu'ils sentent que c'est chaud, quoi. Donc, mais par contre, ils en sont conscients, ils essayent de le faire, versus des sujets où ils en sont même pas conscients, ils considèrent que c'est pas eux de le traiter. Et c'est là où la maturité du DSI peut-être fait défaut. En fait, le point est intéressant, d'autant que la notion de maturité de DSI, elle a beaucoup changé sur ces dernières années. Si tu prends la période, on va dire 2010-2025, début 2010 a été animé par Digital Transformation, la fondation des Digital Factory, le fait de dire la tech va apporter énormément dans le business, et c'est un peu cette punchline de dire que la tech c'était plus de l'informatique en fait, c'était autre chose, il y avait une création de valeur qui était derrière. Et donc les gars, les entreprises, les organisations, les COMEX ont sponsorisé ces éléments sur Digital Transformation et cette promesse de tech. Et globalement, jusqu'à 2018, il y a eu cet investissement qui a été fait. Il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu la crise Covid aussi qui est passée par là. Et aujourd'hui, les COMEX tirent un peu la langue sur la notion de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils trouvent que les coûts n'y sont pas et que la valeur proposée par rapport à ce qu'ils ont investi est pas tellement là. Donc les Digital Factory sont transformés plutôt en super TMA développeurs de soft, et toute la partie innovation, toute la partie tech, c'est un peu essoufflé sur ces éléments-là. Et donc on a les DSI qui sont partis un peu dans 4 positions différentes. Et fonction de la position dans laquelle elles sont parties, c'est pas exactement les mêmes maillages de maturité qu'on va trouver. Le premier
premier mouvement qu'on a vu, c'est les back to basic. C'est-à-dire que les DSI sont revenus à leurs fondamentaux. J'installe du PC, je fais que les applications fonctionnent, je fais fonctionner mon ERP et je vais pas beaucoup plus loin. Il y a un deuxième axe, deuxième développement, c'est toute la partie autour de la data. Donc, transfo data compagnie, pilotage par la data, vision par la data. Et là, les DSI ont investi énormément sur la partie data group et ont un peu délaissé le reste. Troisième aspect, ça va être beaucoup sur la tech pour la tech. C'est vraiment le move technologique fort. Je fais un move to cloud. Pourquoi? L'usage métier, je suis pas sûr, mais je fais mon move comme ça, j'ai plus de dette technologique. Au bout que ce sera moins cher, je sais pas, mais je le fais. Dernier point, c'est tout ce qui va être le développement autour de use case ou d'éléments spécifiques, généralement basés sur des parcours clients, des notions qui sont assez tech, assez produits. On trouve ça aussi pas mal dans le luxe. Et dans ces éléments-là, on va avoir par exemple un parcours client très particulier pour un achat de produits spécifiques qui va avoir un lien entre le site internet, la boutique et ce type les moyens de paiement pour avoir un tunnel de vente assez maîtrisé. Ça va être un peu les 4 axes sur lesquels les DSI sont partis. Soit je fais du use case, soit je fais de la data, soit je fais de la tech, soit je reviens à mes fondamentaux et je m'arrête là. Et fonction de ça, en fait, on a un peu de maturité qui varie. Mais ce qu'on sort de la conclusion de la page 51, c'est vraiment la transversale des éléments. Ouais, bien sûr. Et oui, tu as cette passion pour la technologie que tu trouves dans la DSI, héritière de tous ces éléments-là. Tu as ton pilotage qui est OK. Et pour rebondir par rapport à cette vision du DSI passionné de tech, il y a la donnée qui est un peu la croisée des chemins, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en termes de maturité, c'est plutôt quelque chose qui est faible, sur lesquels quelques acteurs investissent, en fonction de leur mouvement, elle peut être plus ou moins importante, mais ça reste le champ d'études technologique le moins investi de l'IT, de manière assez surprenante, en fait. Mais qu'en fait, moi je le dirais. Alors en termes de maturité, c'est intéressant. En gros, donc là on parlait donc architecture et risque cyber, c'est le élevé, donc c'est la maturité élevée. Et ce que vient de dire Adrien, vous regarderez le schéma, c'est que dans faible, il y a données et c'est le seul qui est encore orienté tech. Moi, je l'aurais analysé un petit peu peut-être différemment. J'ai en fait pour manipuler beaucoup de données, il doit déjà avoir une infrastructure clean. Sinon, en fait, tu peux pas faire des choses en fait. Et aujourd'hui, en gros, les acteurs, ils sont dans un clean du legacy qui est tellement important pour avoir des données clean sur leur CRM, le RP, enfin, tous les gars sont en train de changer toujours de CRM, etc. Et donc, du coup, pour avoir une maturité forte, il faut quand même pouvoir jouer avec la donnée, parce que, en fait, t'as quand même la problématique de la donnée, ça reste quelque chose de volume, de qualité. Donc, du coup, il faut avoir des pipelines qui sont consolidés. Et j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que peu d'acteurs arrivent à avoir ces pipelines de data vraiment stylés. Et que donc, du coup, ils s'en sont très encore juste à la lecture et même pas et les investissements sont assez massifs pour pouvoir jouer, puisque il faut le best of breed est une réalité. On a beau dire ce qu'on veut, tous les SI sont best of breed, et donc du coup il faut gérer ça. Et les ETL, les reverse ETL, etc. Ça reste des choses qui sont assez novateurs et encore nouveaux aujourd'hui. Et donc du coup le côté de dire la donnée en fait elle est plus dans une seule base de données, mais en fait il y a plusieurs outils, et donc du coup je vais flécher qui a donné maître et la répercuter en continu en temps réel là-dessus. Ça reste, il faut avoir des outils haut de gamme, bien connectés, et aujourd'hui on n'y est pas quoi. Ouais, surtout que si tu regardes l'historique des groupes qui se sont constitués, souvent tu es sur des agrégats d'entreprises. Et qu'est-ce que ça tu prends AXA par exemple, à la base c'est des assurances d'euros quoi. Et par acquisition, par croissance, ça devient AXA. Ça donne quoi? Ça veut dire qu'au moment où tu intègres, au moment où tu fais ton SI, tu te retrouves avec 2 bases ERP, 2 bases clients, 2 bases éléments que tu vas un peu intégré, mais très souvent pour maîtriser ta fusion, tu vas juste créer un pont de confiance, tu vas fonctionner avec plusieurs outils. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des entreprises où, alors les industriels, certains vont avoir 5 PLM, tu vas avoir des entreprises manufacturielles avec 3 ERP, mais tu vas avoir cette IQ, cette augmentation et ces éléments. Et je vais laisser une entreprise, par usine, son stock, dans les entrepôts, avait un système de nommage et une réglementation et une structure qui était différente. C'est-à-dire qu'en fait, fonction que l'usine elle soit en France, qu'elle soit en Allemagne ou qu'elle soit en Hollande, en fait, par exemple, si ça vendait de la vitre,
en fait la même vitre était appelée différemment dans les trois. Donc pour gérer ton stock consolidé et faire de l'envoi, c'est une catastrophe. Et donc pour avoir un tunnel complet, une gestion complète de ta donnée, un bout en bout, un back-office ou un front-office qui soit cohérent en termes de données, en fait, il faut que tu refondes quasiment ton SI. Et aujourd'hui, personne ne veut faire le grand soir sur ce type d'exercice parce que le coût est beaucoup trop fort. Et donc, c'est la transfo qui doit le driver. Et le problème, c'est là, on arrive sur des points un peu plus faibles, naturellement, de notre étude. C'est-à-dire que le métier de transfo, la relation avec les métiers et la strat IT, c'est pas là où la maturité des SI brille le plus sur le marché français. Sur la partie, avant d'aller dans le faible, on va quand même rester sur le moyen pour on va être quand même dans le positif. Il y a deux autres axes qui sont une maturité moyenne, donc budget performance et prestations et fournisseurs. Et là, je te rejoins sur ce que tu disais initialement, c'est que c'est les deux axes où le DSI qui était en 2010 encore vu comme le responsable de l'IT et pas un directeur qui est pas au codir, etc. On lui demande de tenir ses budgets parce que là, l'IT ça coûte cher et qu'on veut pas dépasser. Et il faut gérer, et on sait que ce métier a beaucoup de fournisseurs, et donc du coup on veut pas de risques légaux, on veut encadrer bien, etc. Et en fait ça reste les deux éléments de pression des autres membres du CODIR qui sont historiquement forts là-dessus. Pourquoi? Parce que budget, performance, prestation et fournisseurs, c'est quand même lié très au DAF aussi. Oui, et le DSI vient historiquement sous le DAF en France majoritairement. Et donc du coup on voit, mais c'est pas les trucs qui kiffent, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça reste moyen. On m'a vraiment emmerdé pendant 20 ans dessus. C'est ça. Mais, je le fais, mais franchement c'est pas moi, c'est pas ma cam. Il y a pas une passion de la gestion dans il y a pas une passion. Il faut le faire, je le fais, mais c'est pas mon truc. C'est une logique bon élève en fait. Logique, exactement, c'est exactement ça. Moi je les vois comme logique bon élève. Je sais, c'est des standards, etc. Mais bon, c'est pas ma cam. Là où c'est compliqué, c'est la conclusion qui est faible. Et en gros, moi, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est nous le pari avec Ersa, c'était quoi? C'était toutes les ETI doivent se transformer, ETI, PME, grand compte, etc. Et en fait, la personne enfin, l'élément clé, c'est quoi? C'est que quasiment 80% des projets sont avec de l'IT. Donc en fait, il y a un passage obligé avec l'IT. Et en fait, depuis 2000, tu lis, mais c'est vrai, tu tapes DSI Business Partner, tu as des articles de gens qui disent l'IT et Business Partner, et tout le propos de l'article, il est parfait. C'est-à-dire les éléments importants, le dialogue, la co-construction, etc. Et en fait, dans les faits, nous, ce qu'on a vu, c'est que très très peu de DSI aujourd'hui ont mis en place une logique et une posture de business partner, dans le sens où en fait il faut être responsable et prendre le leadership, si on ne nous le donne pas, de l'organisation. Et que en fait aujourd'hui ils sont toujours attrapés par les enjeux tech, soit parce qu'ils sont sous-staffés, parce qu'on leur a pas donné le budget ou ils n'ont pas réussi à l'avoir, soit parce qu'ils aiment aussi, et que donc du coup le temps passé ou la bande passante qu'ils y allouent eux personnellement sur l'orga versus la tech est ridicule. Et donc on se retrouve quand même dans une conclusion faible qui fait super mal. Portefeuille et conduite de projet, c'est faible. Talent et compétences, c'est faible. Strat IT, c'est faible. Innovation, c'est faible. Service, c'est faible. Et marketing, communication, c'est faible. En dehors de la donnée. Donc, en fait, tous les éléments du business partner qui est de dire, je crée de la valeur, je me mets dans la strate de la boîte, je crée les conditions pour faire en sorte que mes membres du CODIR, c'est faible. Et moi, je le ressens aujourd'hui en sales pur sur AirSAS, où en gros, mes clients à moi, c'est des gens à chaque fois qui ont eu une réflexion, ou qui, grâce au podcast ou parce qu'on s'est rencontrés, se disent non mais en fait moi je vais être un DSI responsable de l'orga. Mais ça reste la minorité. Nous on nous challenge sur, c'est rigolo, sur est-ce que vous gérez bien le budget alors que nous on veut pas le gérer. Est-ce que, enfin tu vois, c'est la question des critères de sélection et la critère de qu'est-ce qui est important pour moi comme DSI. Je trouve ça intéressant. Non, c'est plus qu'intéressant, et j'aime bien le sujet de business partner parce que je trouve qu'il y a une métaphore qui est assez comparable et qui est assez sympathique. Tu prends par exemple, souvent l'armée fait des publications pour recruter les jeunes et te dit l'armée premier partenaire des jeunes, ou ton banquier vient te voir et te dit moi je veux être ton partenaire, etc. Et en fait, à partir du moment où tu cherches à attirer quelqu'un, tu lui dis je veux être ton partenaire, mais en fait c'est jamais toi qui cherche à attirer qui choisit si le mec est partenaire ou pas. C'est le métier qui te dit s'il te considère comme son partenaire, et c'est toi le client qui va te dire bah oui j'ai envie de faire un truc. Mais partenaire quelque part c'est un peu le piège pour dire si considère-moi, j'ai envie d'être ton partenaire, mais
La finalité, c'est que le DSI peut pas s'auto-proclamer business partner. Il peut pas dire, ah bah tiens, je mets en place 3 trucs et c'est bon, je suis business partner. C'est à lui d'aller chercher les éléments, et sur ces problématiques-là, on retombe très 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 habituellement sur le grand classique. Je prends mon stylo et ma vision d'ingénieur, donc quel est votre besoin, monsieur, et derrière le métier qui arrive, qui dit oui, mais c'est formidable, mais qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et c'est l'éternel combat de l'œuf et de la poule, où l'IT dit oui, mais si tu m'expliques pas ce que tu veux, je peux pas te construire le système. Et derrière, le métier qui dit oui, mais si tu m'expliques pas ce que tu es capable de faire, je sais pas quoi demander, en fait. Et le sujet n'accouche jamais. Donc, tant qu'on est dans cette logique de bureau d'études qui doit délivrer une solution, faire une logique très ingénieur industrielle, je pense que t'es un peu coincé sur ces sujets-là et tu resteras en maturité faible. Là, il y a un switch qui doit être effectué. Le switch, il passe pas par 14 éléments, il passe par cette capacité du DSI à acculturer les membres du COMEX et de sa direction d'entreprise pour leur expliquer les opportunités et les possibilités de la tech. Et de toute façon, on le voit bien, que ce soit les Tesla, les Amazon ou les acteurs actuels. Mais là, tu utilisent un discours qui sur le côté qui doit expliquer la tech. Moi, je suis pas certain que ça soit ça l'enjeu, parce que en gros, aujourd'hui, tu prends le marché. Ok, t'as des boîtes, t'as des gars qui sont pas encore dans la tech, mais tu vois, le DAF, il achète du SaaS méga stylé pour là-dessus, le marketing star. Moi, j'ai plus l'impression que, en gros, avec ma vision, c'est plutôt, t'as des membres du CODIR qui ont envie que le DSI, bon, ok, c'est cool pour la sécurité, etc., mais en fait, laisse-moi acheter mes SaaS tranquille, globalement. Et laisse-moi acheter mes prestats, mes paramétrages tranquilles. Et en fait, ils n'y arrivent pas dans le sens où c'est quand même un métier de gérer ça. Et en plus de ça, où dès que en fait t'as du lien, comme tu disais, entre différents SaaS, différents des trucs, ça marche pas. Donc du coup, ça revient dans le truc du DSI. Sauf que le DSI, lui, comme tu dis, il parle de tech. Et moi, j'ai plus l'impression que, et c'est là où le monde de l'agile était intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, il faut remettre au centre le fait que tout est lié à la capacité de travailler ensemble, de libérer du temps, de se donner des bonnes façons de travailler, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que les métiers veulent pas laisser du temps de leurs équipes, le DG s'en fout un peu d'XO DSI, le DSI, en gros, lui, il pousse pas le truc. Et globalement, la question de c'est quoi ton target operating model, comment tu veux que les gens travaillent ensemble, en fait, ce n'est pas une discussion du DSI à porter dans le CODIR. Et moi, à mon sens, c'est pas le DSI, le pain principal. Autant en 2010, je suis d'accord avec toi, du DSI qui doit venir expliquer les bienfaits d'une possible technologie de digitalisation de l'ensemble des processus de la boîte. Modulo, quand même, repenser les processus, parce que digitaliser un processus débile, ça reste débile, digitaliser. Mais plutôt de dire, ok, en fait, moi je pense que c'est ça, c'est dire au CODIR, le nombre d'opportunités tech que vous remontez est impossible à faire, même en 3 ans. Et ça va faire que ça va améliorer. Regardez tout ce qui sort avec l'IA, etc. Donc, en fait, notre capacité de travailler ensemble, de découper, de prioriser en continu et de travailler ensemble pour shipper le mieux au bon moment, c'est la clé pour se digitaliser. Et c'est pas le choix de tel framework ou autre, de tech ou autre. Ça, ok, ça peut avoir d'impact, etc. Et en fait, ce côté de dire ce discours de vérité il y aura beaucoup trop de projets ou d'initiatives par rapport à ce qu'on peut faire. Et notre enjeu, c'est de savoir comment travailler ensemble. Ça, aujourd'hui, très, très peu de DSI ont ce discours-là ou ce bâton de pèlerin dans les CODIR en le disant. Ouais, t'as 3 sujets, en fait, derrière ce que t'évoques pour moi. T'as évidemment ton modèle de delivery, c'est-à-dire comment je tiens ma promesse et quel organe je mets en place pour la soutenir. Ça, c'était 2 axes parmi les 3. Mais il y a un pilier qui est fondamental, c'est quelle est la place de ma DSI, fondamentalement, et qu'est-ce qui est attendu sur mon marché. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends, moi, COMEX, de cette DSI? Est-ce que j'attends qu'elle soit là pour m'installer des PC et tirer les câbles, ou est-ce que j'attends que la DSI, que ce soit mon levier de transformation pour créer les opportunités de demain? Tu crois encore
dans les 91 DSI ou 100 DSI, tu t'as ressenti le fait qu'il y avait encore quand même pas mal de DG qui étaient dans le côté DSI câble et PC? Oui. Moi j'appelle ça, je reprends la métaphore d'une personne que j'aime bien, qui m'avait donné la métaphore du DSI Kangoo, c'est-à-dire qu'il y avait tout Comex qui avait eu des voitures de fonction, c'était des Porsche Cayenne, et le DSI lui, il avait eu un Kangoo, parce que ça permettait de tirer les câbles et d'installer les PC. Le DSI, il était parti, il avait pas eu sa dev, il a dit, en fait, le problème c'est pas le Kangoo, le problème c'est que mon Comex pense que j'installe des PC et des câbles. Donc je suis fini, je pourrais jamais réussir la transfo. Ok, ouais. Donc, Du coup, t'as encore cette histoire-là qui existe. et d'accord, ok. Moi, si tu veux, celui-là, c'est vrai que c'est peut-être une erreur. Je l'écarte en fait cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le problème, ok, le DSI peut mettre de l'énergie, etc. Mais pour moi, le problème, c'est le DG. Donc, ça, on pourrait faire une étude sur les DG, tu vois. Le DSI qui considère que, après, t'as le DSI aussi qui a pas du tout de leadership ou qui a pas réussi à créer un truc. Bon. Mais je pense que le problème, si on se centre sur les DSI où l'entreprise, a envie de tech, parce que quand t'as une DSI qui commence à grossir et des budgets, etc., le DG, il veut pas juste des PC, quoi. Il veut de la valeur. Ou dans tous les cas, une valeur autre que celle initiale portée par un responsable informatique. Et là, aujourd'hui, vraiment, je te dis, moi, je pense que j'ai, entre 5 et 10 DSI par semaine liés à les posts LinkedIn, AirSAS, le podcast. Et vraiment, les gens dans le cœur de l'importance, c'est le target operating model, il est très très faible. Il est très faible. Il y a toujours une raison de pas le faire, de pas l'aborder, parce qu'en fait on leur a pas demandé, etc. Et en fait, souvent, c'est qu'il y a des DSI qui se barrent au bout de 3 ans, parce qu'ils ont pas, on n'a pas réussi à s'aligner avec les métiers, on n'a pas réussi machin. Et en fait, les DSI que je vois qui sont dans des postes compliqués, des grosses boîtes et tout ça, et qui défoncent le target operating, c'est leur cœur. En fait, c'est reste parce qu'ils ont mis tellement d'énergie à, oui, le gars du marketing, il m'a savonné la planche, etc. Mais j'ai réussi à bypasser le truc, à l'embarquer là-dessus, à montrer une façon de travailler, etc. C'est ceux qui restent parce qu'en fait, c'est hyper énergivore, etc. Mais c'est la seule façon de transformer. Je suis parfaitement aligné avec toi sur ce sujet-là, Bertrand, parce que le sujet, souvent les gens viennent me voir sur des schémas directeurs, ils viennent me voir sur des visions strat, et la réponse que je leur donne, c'est le sujet, c'est pas votre vision, parce que en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment vous allez tenir la promesse. C'est pas qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. Donc, quel modèle de delivery, quel processus, quelles compétences en interne, comment je gère mes talents, qu'est-ce que je mets chez moi, qu'est-ce que je mets chez le fournisseur, quel est mon socle technologique pour supporter la promesse, comment je pilote que mon modèle de delivery délivre ce qui est attendu. C'est là-dessus, en fait, que le gros des débats se pose. Et j'ai l'impression que ce déclic-là est en train de s'effectuer quand même de manière importante. Pourquoi? Parce que si tu regardes le marché et que tu screens en termes d'appels d'offres, tu as de moins en moins d'appels d'offres sur les schémas directeurs et de plus en plus de questions sur le target operating model. Donc, je sens au niveau, on va dire, marché, quelque chose qui est en train de se passer dans la tête des DSI sur cette question-là. Après, le problème, c'est que le target operating model vu par le DSI, c'est souvent comment je gère mes équipes à moi, comment j'auto-décrète de l'agilité, puis j'oublie d'en parler avec de la boîte, quoi. La définition du target operating model pour, en gros, je suis pas l'expert théorique, vous le savez tous ici, hein, c'est du bon sens et de la discussion. C'est comme ça que moi, que à chaque façon d'apprendre le maximum. Mais le target operating model, c'est donc c'est quelque chose de simple déjà, parce que la question de la complexification du target operating model crée en fait des frontières qui font, parce que tu prends safe, etc. C'est un target operating model, c'est-à-dire comment tu inclus la création de la valeur avec l'ensemble des parties prenantes. Par contre, il est super hardcore à comprendre, il est très processé, il coûte une blinde. Enfin bon, il y a plein de critiques autour de ça, mais il a le mérite d'exister. Dans certaines organisations, il fonctionne très bien. Donc, toujours pareil. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un target operating model qui est un framework adapté à tout le monde. La question, c'est qu'il y a des bonnes pratiques dans lesquelles après tu peux mettre des processus adaptés. Et donc du coup, l'idée, c'est de partir d'un bon constat de ton organisation. Le constat, il est pas centré sur l'IT, il est centré sur le COMEX et la capacité de créer de la valeur ensemble. Hein. Et là, du coup, après, tu vas créer une feuille de route. C'est intéressant ce que tu disais. En gros, qui te demande une feuille de route sur comment améliorer mon target operating model. Parce qu'en fait, la question, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas 0 à 1. La question, c'est qu'on va devoir avoir des étapes pour comment on priorise mieux, comment on décide mieux, comment on a une roadmap plus trimestrielle qu'annuelle, etc. Et en fait, ça, c'est une vraie question de comment tu amènes ce target operating model à évoluer. Et ça, aujourd'hui, moi, quand j'en parle avec pas mal de gens, ça reste un truc hyper novateur, alors que
c'est pas une invention de notre part, c'est plutôt une conclusion de ce qu'on voit que les gens font petit à petit, mais qui n'ont pas verbalisé un savoir et une expérience. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la priorité aujourd'hui des boîtes, c'est de faire évoluer leur target operating model, mais elles l'ont pas conscientisé, elles l'ont pas écrit. Et en fait, je pense que le DG, le message il est assez simple, c'est le ratio ressources en plus versus meilleur target operating model, il est clairement pour délivrer plus et mieux, il est clairement en faveur du meilleur target operating model, parce que aujourd'hui, quand tu vois comment les projets, les produits sont faits, c'est sûr que le ratio y est pas. Non, c'est très clair. Et très souvent, ces problématiques-là, c'est comment je peux faire moins cher. Et à un moment, il faut choisir sa promesse parce que tout n'est pas tenable à équation restreinte. Clairement. Et toi, aujourd'hui, tu dis donc que tu vois de moins en moins de schémas directeurs ici, mais que tu vois de plus en plus de questions autour de ça. Tu as bien dit questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discussion que tu as avec les gens que tu connais, avec les gens que tu rencontres, mais il n'y a pas encore de formalisation de cette demande-là tu parles d'un appel d'offres ou Alors, il y a des appels d'offres qui ont été, il y a des études qui ont été faites, il y a quelques qui ont posé ces questions-là et ces transformations-là. Il y a quelques études qui sortent sur Target Operating Model, mais tu as pas, une prise de conscience de fond de l'amélioration continue qui est associée derrière. C'est-à-dire, je fais mon étude, je sors des éléments, je fais mon plan de transfo qui est associé à où je suis, où je vais, comment j'y vais, plan de transfo, et puis c'est bon, j'ai poussé, il y a un chef de projet, je vais pas plus loin, je m'interroge pas plus que ça. T'as pas la remise en question permanente de ton modèle de delivery, de comment tu peux mieux tenir la promesse, et t'es plus au pilotage d'indicateurs que réellement sur ces mois. D'ailleurs, généralement, les indicateurs que tu vas créer sont basés sur des hypothèses et pas sur un constat partagé avec tes copains, puisque tu l'as peu fait en chambre. Et donc, les métiers trouvent que c'est pas super, toi tu trouves que c'est très bien, et donc ça te donne des indicateurs qui, en fonction de qui les regarde, paraissent bien ou pas bien, et ils sont jamais partagés, quoi. Et donc, ça donne des discussions et ça donne une gouvernance qui est pas bien élevée, la relation marketing de la fonction SI qui est pas bonne et tous les éléments derrière qu'on découle dans l'étude, en fait. Tu connais, je sais pas moi, un événement, un endroit, un truc qui fait où il y a où les DSI, en dehors des DSI qui sont, qui sont orientés agiles, etc. Parce que, est-ce que t'as un endroit où t'as des DSI qui en parlent, où c'est leur focus aujourd'hui? La sécurité, je te dis les assises, c'est une évidence. Les assises, d'accord, on est d'accord. Pour le marketing, c'est à Biarritz. Les mecs du market, t'as un truc avec. Toi, est-ce que t'as un endroit? Un bar, même un PMU, ça me va, je prends. Non, il n'y a pas de bar PMU. Non, en fait, t'as l'Assemblée générale annuelle. Alors, pour le coup, je reviens sur le SIGREF. C'est un sujet qui revient quand même pas mal au SIGREF, où il y a pas mal d'interrogations, pas mal de comparaisons. Il y a énormément d'adhérents. Je crois qu'il y a de tête, hein. Je dirais qu'il y a plus de 140 DSI dans le SIGREF, donc ça leur permet d'avoir une vision assez large sur quels sont les modèles. Je me souviens, il y a pour les 50 ans, non pardon, pour 50 ans, je dis des bêtises. C'était pour l'âge de raison. Je crois que c'était les 15 ans. J'ai plus l'âge. Je suis navré. Le slogan c'est l'âge de raison. Pour le SIGREF, il y avait eu un discours de Jean-Christophe Lalanne qui expliquait que Jean-Christophe Lalanne était un membre du bureau du SIGREF il y a quelques années. C'est l'ancien DSI d'Air France. Okay. Et en fait, il expliquait que la transfo agile en fait avait permis à la majorité des DSI de pouvoir créer cette connexion et ce pont en termes d'operating model avec les métiers, et que le silotage avait pu être cassé par cette agilité et qu'il incitait et qu'il amenait ses confrères à franchir le pas, parce qu'une fois qu'on avait franchi le pas, on n'en revenait jamais parce que c'était nettement plus bénéfique. Et je me souviens de cette discussion-là qui était animée devant un parterre de DSI, il y avait une centaine de personnes dans la pièce. C'était assez intéressant. Clairement, la question du est-ce que la réponse c'est le DSI agile ou pas? Je pense que c'est une vraie question faut se poser. Je pense qu'aujourd'hui, déjà il y a plusieurs choses dans t'as ça horribile les agilistes de parler de projet. Tout peut être fait un produit, ok, théoriquement, et ça fonctionne. La culture de la boîte, le contexte de la boîte fait que, à mon sens,
les entreprises vont être dans un fonctionnement hybride, projet et produit. Mais ça veut pas dire que ta DSI peut pas porter un target operating model. Et c'est là où je pense que le dogmatisme, safe, etc. n'est pas adapté pour être le plus efficient. La question, c'est, à mon sens, c'est que tu dois créer un target operating model avec des bonnes pratiques de tes pairs. Et pairs, c'est pas les DSI, c'est les DSI, les directeurs transfo, les DG, les qui sont vraiment impliqués dans la transfo sur la question de comment on travaille ensemble. Et il y a des choses qui vont être communes comme à quelle échéance on fait d'un safe, hein, PI planning qui peut être entre 6 semaines, 8 semaines, 3 mois. Quand je parle avec tous les formateurs safe, là, en fait, tout ça, c'est un peu pipeau. Au final, le bon truc, c'est la roadmap de l'entreprise, c'est tous les trimestres. Non, mais, à un moment donné, parce que tu vois, ça recrée des trucs bizarres. T'as toute l'entreprise qui est orientée par trimestre financier, le sales, etc. Et en gros, toi, t'arrives avec un safe à 6 semaines, 8 semaines. Et en fait, tu remets une condition que ton delivery d'entreprise, il est pas aligné avec la roadmap de la boîte. Tu dis, mais en fait, non, là, on recrée un truc où on est recentré sur nous. Et je pense qu'au final, l'idée de safe qui est intéressant, c'est de dire, on a des moments ensemble, juste ça. On a des roadmaps qui sont réévalués en continu tous les X temps, qui sont sur une échéance quasiment trimestrielle. On fonctionne avec des objets communs. On redéfinit des objets communs. Bon, parler de Epic, c'est compliqué pour un directeur marketing parce que même dans l'IT, tout le monde ne fait pas le truc. Alors que si on parle de feature, ça a déjà. Donc, c'est quand même une question de dire, en fait, il faut recréer un vocabulaire commun. On a des éléments de temporalité commune, mais bon, la question de est-ce que ce sont les DSI agiles hein, ou toute cette mouvance là qui va apporter le target operating model est une question qui est quand même encore ouverte en France, dans le sens où il y a l'alternative vraiment d'une communauté de gens. C'est juste la question de ce côté un peu hybride ou non dogmatique qui reste importante pour la réussite. Je me rappelle, dans l'étude, il y a un point où on n'a pas parlé qui a handicapé quand même notre ami DSI. C'est-à-dire qu'il s'est fait affubler au cours des dernières années d'un directeur de la transfo, d'un directeur de la data, d'un directeur du digital, d'un directeur de je sais pas quoi, qui est venu en permanence prendre une part du périmètre pour peut-être commencer à le gérer, sans moyen derrière, ce qui fait que le truc a souvent été sous-géré, et il s'est fait un peu départir de ces éléments-là, ce qui fait qu'il a jamais été réellement armé pour mener cette problématique target operating model. Donc, je pense qu'il y a un moment, on est dans un timing qui est un peu virage pour la fonction système d'information en France, pour savoir si ça devient un acteur de la transfo des entreprises, et donc un leader qui va amener son target operating model et apporter globalement sa contribution au business. Est-ce qu'il restera jamais un moyen technologique parce que il se fera diluer son périmètre dans les différentes fonctions métiers et finalement il restera qu'un moyen général. Sur ça, quand même, depuis 2010, on a quand même un bon historique dessus. Le CDO, il a complètement explosé parce qu'il était arrivé. Il avait pas le legacy. Et pareil, il était pas apporté sur le target operating model, il était sur le fait qu'on va révolutionner le service. Et le service, tu révolutionnes pas si t'as pas les gars. C'est ça. La data, si t'es en dehors de la DSI, vu que c'est une pratique d'architecture initiale avant d'une partie de gouvernance, ça marche pas. Moi, je pense que tous ces gens-là, quand ils ont été mis à côté du DSI, ont juste montré que le DSI n'était pas en capacité de recruter ces gens-là dans une volonté commune. Et ça remonte encore son incapacité dans tous les cas sur je veux pas stigmatiser les DSI, c'est sur le baromètre, en gros, sur l'étude, ça montre que c'est une maturité faible. Et du coup, moi, à mon sens, c'est quoi? C'est que quand tu portes pas l'organisation, à un moment donné, l'entreprise, elle a besoin ou elle a envie d'améliorer la data, machin, etc. Et elle pense le faire à côté. Sauf que ça reste toujours lié à l'organisation. Et je pense que les DSI qui n'ont pas eu de CDO ou de directeur ou de directeur data à côté, c'est qu'ils les ont recrutés dans leurs équipes en disant, moi, je suis responsable de l'organisation, mais il me faut une personne qui met des watts en transfo, il me faut une personne qui fait des watts en data, mais je crée les conditions pour que tout le monde travaille en bonne intelligence. Et le truc, c'est que les boîtes, elles peuvent pas, elles virent leur DSI tous les 3 ans, mais en gros, ça reste compliqué à chaque fois de gérer le legacy, le changement des équipes, etc. Donc, un DSI qui porte leur gars, moi, j'en connais quelques-uns où, tu vois, c'est incroyable. Mais ça reste des exceptions aujourd'hui. Ouais, ça reste des exceptions. Après, il y a la vocation au devenir. C'est-à-dire que quand tu écoutes et quand tu interviews autant d'acteurs, tu vois ce qu'ils cherchent à faire. C'est entre la maturité qu'ils constatent et la vision qu'ils ont, t'as quand même un écart. Et la majorité
aujourd'hui exprime et cherche à incarner cette capacité à transformer la boîte demain. Donc je pense que sur le Target Operating Model, la capacité à transformer, la capacité à être une tour de contrôle de ces éléments-là, aujourd'hui le DSI a des envies, des aspirations et un leadership qui est en train de commencer à s'exprimer. Et l'échec de la direction de la transfo, la direction digitale, la direction de la data, de manière générale, pas de manière particulière, démontre que ça a laissé l'espace à notre DSI en fait, très clairement. Lui, il a l'espace maintenant, il a cette envie, faut qu'il trouve quelque chose d'actionnable et qu'il soit capable de rendre ça concret. Et c'est ça son enjeu dans l'évolution de sa maturité. Et c'est ça qui va peut-être twister les scorings pour les années prochaines. Bah écoute, je pense que c'est vraiment je l'espère pas pour le DSI en soi, parce que le DSI trouve toujours du taf. Oui. Je l'espère pour les organisations, parce que aujourd'hui, l'efficience de l'argent qui a été injecté dans les produits et SaaS digitaux sur les 15 dernières années, il est quand même bien handicapé, son efficience, sur la capacité d'organisation à le porter, à se l'accaparer ou autre. Et tu le vois encore, moi je vois encore des DSI qui m'envoient des Excel de features, alors que en gros dans leur SaaS à eux, ils en utilisent même pas 15 ou 20% des features là-dessus, mais ils restent là-dessus. Il y a une non-compréhension de l'expérience utilisateur ou de l'usage. La question du all-in-one versus aujourd'hui, tu vois, par exemple, nous on est assez challenging, on a une vision avec AirSaaS qui est très intégrée avec les autres outils, et en fait on a regardé sur le marché américain la différence entre DSI américain et DSI français. Le DSI américain, il veut un outil qui fait une chose super bien, adapté à l'audience clé, très bien intégré à son écosystème. Le DSI français, il veut un all-in-one. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, c'est des vrais, je trouve que c'est un vrai marqueur de quelle est l'importance que tu donnes au ratio efficience, outil au usage, qui est dans un all-in-one. Et en fait, le DSI américain, il met beaucoup plus d'argent du coup dans l'intégration et choisit des outils qui sont beaucoup mieux intégrés, mais il met beaucoup plus parce que ce qu'il veut, c'est que l'outil soit beaucoup plus utilisé par l'audience cible. Versus un all-in-one qui a coché toutes les cases de son RFI, mais où en fait derrière l'usage n'y est pas, et du coup tu te casses la gueule parce que t'as pas réussi à avoir la valeur que t'as acheté. Oui, puisque t'as pas l'adhésion en fait. T'as pas l'adhésion, puisque tu vois un all-in-one, pour avoir des très très bons all-in-one adaptés à chaque audience, maturité, etc., ça devient très compliqué aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, même si t'as un Salesforce qui fait tout, au final, t'as Pardot sur le marketing parce que Salesforce a mis un truc parce que en marketing ça va pas au marketing, donc du coup ils font des intégrations Salesforce et Pardot super, alors qu'ils sont concurrents, super parce qu'en fait tous les deux sont super importants. Et en fait, je pense que cette vision là de audience usage, elle est très liée à ta capacité à comprendre, à avoir envie que tout fonctionne bien pour les bonnes personnes versus faire entrer des carrières dans les rangs. C'est assez révélateur. Non, c'est très clair sur ces points-là, notamment sur, je pense, on va dire sur les systèmes plus back-office ou les éléments de gestion. Très souvent, t'as une espèce de corps modèle qui a été défini, que tu peux pas bouger, qui est un peu sacralisé, et en fait, ta transfo de boîte, tes nouveaux business, tes nouveaux éléments, limite, tu t'approches des boulets au pied pour aller les vendre, parce que tu t'as défini cette espèce de grosse architecture, qui est très ingénieur bureau d'études en ce milieu, en disant j'ai la solution parfaite, complète, qui répond à tous les critères, et sauf que derrière, il n'y a personne qui l'utilise. Non, mais c'est super intéressant. Moi, ce que je propose aussi, donc, on arrive sur la fin de l'épisode. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast, qui sont intéressées pour participer annuellement au nouveau baromètre et adapter, je mettrai un petit lien pour que vous puissiez mettre votre email, votre post, etc., pour qu'Adrien puisse les collecter. Bien sûr, Adrien sur LinkedIn répond assez rapidement. Il y a pas de pour le rentrer dans son réseau. Et bien sûr, je mettrai aussi le lien dans la description, comme je l'ai dit, du white paper. Je pense que c'est un bon un document intéressant à analyser pour notre écosystème et pour nos axes d'amélioration continue, parce que même si on parle des DSI, on fait partie du problème, puisque moi je pense que l'écosystème a un enjeu et en fait soit on se positionne comme on aide à faire avancer cet enjeu-là, soit on le critique. Moi je pense que le constat, il faut bien le poser, c'est ce qu'on a fait là. Maintenant à chacun de se positionner pour le faire grandir et faire évoluer notre savoir-faire commun pour que nos entreprises puissent être performantes et rayonner, parce que ça reste quand même l'objectif initial, avec bien sûr que les collaborateurs puissent travailler dans de bonnes conditions, ce qui est aussi un vrai, on l'a vu, un vrai enjeu aussi.
Ouais, très clairement, très clairement. Merci Adrien, c'était très cool. Je te remercie, Bertrand, c'était un plaisir. Bon, mais top. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao.